Je vous présente notre invité. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Martin Lévesque, professeur titulaire à la faculté de médecine de l'Université Laval et chercheur au Centre de et chercheur au Centre de recherche Cerveau. Il dirige un laboratoire qui s'intéresse aux mécanismes du développement et de la dégénérescence des neurones dopaminergiques dans le but de mieux comprendre la maladie de Parkinson. Ces travaux combinent la biologie moléculaire, les modèles animaux et les organoïdes cérébraux et visent notamment le développement de thérapies géniques et cellulaires ainsi que de biomarqueurs non invasifs pour la détection et le suivi de la maladie. Bienvenue Martin, je te cède maintenant la parole. Donc j'arrête le partage de mon écran. Parfait. Bonsoir tout le monde. Je suis bien content d'être avec vous ce soir. Euh, et merci de l'invitation, Madame Rodriguez. Est-ce que c'est bon comme ça? Oh, continuer le partage. Est-ce que c'est bon? Oui, oui, c'est correct. OK, parfait. Ben, merci de l'introduction. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour parler de nos recherches récentes sur la recherche sur le nouveau biomarqueur pour la maladie de Parkinson. Donc, juste avant de commencer, comme l'a dit Mme Rodriguez, dans mon laboratoire, on essaie de comprendre la maladie de Parkinson, c'est parce qu'il reste encore des grands, des grands mystères concernant cette maladie-là. On essaie aussi de développer des approches pour protéger les neurones, donc des approches qu'on appelle neuroprotectrices. On utilise aussi, par exemple, des anticorps pour empêcher la propagation de protéines qui s'agrégagent et qui deviennent toxiques. On utilise aussi des approches de remplacement cellulaire, donc des approches de greffe de neurones qu'on essaie de les rendre plus résistants. Et finalement, dans le sujet de la présentation d'aujourd'hui, on essaie de développer de nouveaux outils pour détecter la maladie de Parkinson plus tôt et pour mieux suivre la maladie de Parkinson. Et les deux aspects qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est nos travaux sur la rétine, donc l'électrorétinographie, et aussi sur le microbiome salivaire. On va y revenir en plus en détail. Donc, je n'ai pas besoin de vous convaincre que la maladie de Parkinson, c'est déjà une maladie qu'on appelle neurodégénérative, vous le savez sans doute déjà. Euh, et ça attaque principalement les neurones dopaminergiques du mésencéphale. Donc, c'est des neurones assez sensibles. Donc, évidemment, la maladie de Parkinson, donc la pathologie se retrouve à d'autres endroits dans le cerveau, mais ces neurones-là sont particuliers, sont assez sensibles. Et ces neurones-là, quand ils dégénèrent, vont mener à une perte de dopamine. Donc, ces neurones-là envoient des longues projections axonales dans le cerveau et libèrent la dopamine. Et quand ces neurones-là commencent à dégénérer, ben, il y a moins de dopamine dans le cerveau. Et ce manque de dopamine-là cause les symptômes moteurs de la maladie, donc les tremblements au repos, la rigidité et le ralentissement des mouvements volontaires. Il y a aussi plein d'autres symptômes non moteurs qui sont fréquents et qui sont aussi assez différents d'un patient à l'autre. Donc, les plus fréquents, évidemment, étant les troubles du sommeil, la fatigue, la douleur, troubles de l'humeur, diminution de l'odorat, et évidemment, les problèmes gastro-intestinaux. Et souvent, ces symptômes-là apparaissent très tôt, parfois plusieurs années avant les symptômes moteurs. Donc, j'ai essayé d'illustrer ça ici un peu dans ce dessin-là. Donc, on a la ligne verte un peu sur l'espèce de vieillissement, je dirais, d'une personne qui est en santé. Donc, à un moment donné, les symptômes non moteurs et même avant qu'on diagnostique la maladie de Parkinson, donc, vont apparaître bien avant les symptômes moteurs. Et l'idée ici, c'est de trouver des biomarqueurs. Donc, le but de notre recherche, c'est de trouver des biomarqueurs qui vont nous permettre de détecter les changements bien avant les symptômes moteurs. Parce que la maladie de Parkinson, elle est principalement diagnostiquée par l'apparition des symptômes moteurs. Donc, si on est capable d'arriver avec une façon de détecter la maladie plus tôt, on va avoir une fenêtre thérapeutique plus grande pour pouvoir intervenir. Et il y a plein de traitements expérimentaux de neuroprotection, par exemple, qui pourraient être très efficaces, mais ils sont seulement efficaces si on est capable de détecter la maladie le plus tôt possible.
Donc, ce qui nous manque aujourd'hui, en fait, c'est exactement ça. Donc, des outils qui nous permettraient de détecter la maladie de Tau, mais aussi de suivre son évolution et d'évaluer, en fait, l'effet des traitements. Donc, et ça, des biomarqueurs, ça peut répondre justement à ces besoins-là. Donc, qu'est-ce qu'un biomarqueur? En fait, un biomarqueur, c'est un indice mesurable qui nous renseigne en fait sur la maladie, sur l'état de la maladie. Donc, ça peut être un test sanguin, l'imagerie cérébrale, donc l'imagerie du cerveau. Ça peut être des molécules qu'on mesure, par exemple, dans le sang ou dans le liquide céphalorachidien, ou encore un signal biologique qui change avec la maladie. Euh, Puis pourquoi? Ben, ils sont importants, ben, je l'ai déjà dit un peu, donc plus on les détecte tôt la maladie, plus qu'on a de la chance de protéger les neurones, mais aussi on est capable de suivre son évolution puis adapter les traitements. Et un biomarqueur, un bon biomarqueur nous permettrait aussi de tester l'efficacité de nouveaux traitements. Parce qu'encore une fois, souvent les essais cliniques, ils peuvent ne pas réussir parce qu'on n'a pas les bons outils pour bien apprécier si le traitement va marcher ou non. On va juste principalement vérifier si on a un effet sur les symptômes en général. Donc, avoir un test vraiment quantitatif qui nous permettrait de voir si on a un effet sur la maladie, sur le cours de la maladie, ça serait grandement, c'est ce qui nous manque vraiment dans la recherche et le traitement du Parkinson. Donc, il y en a quelques-uns, des biomarqueurs. Par exemple, il y a des outils qu'on appelle le DAT-PET, donc c'est l'imagerie par émission de positron, la tomographie par émission de positron. Donc, c'est une technique qui permet en fait d'imager le cerveau, donc d'imager le système dopaminergique. On voit ici une personne contrôle et un patient atteint de Parkinson. On voit qu'il y a une diminution du signal à droite, donc c'est une méthode assez efficace pour mesurer les pertes importantes de dopamine. Mais c'est un examen qui est encore qui a un accès assez limité. On a besoin de radioligands, donc son utilisation n'est pas facile, c'est pas nécessairement très facile d'implanter grande échelle. Et son utilisation est plutôt restreinte dans le temps aussi. Donc, on peut pas imaginer passer plusieurs personnes, faire un suivi par ce type de méthode-là. Il y a aussi des avancées vraiment intéressantes dans le domaine de la recherche sur des indicateurs sanguins et même dans le liquide céphalorachidien. Par contre, ces approches-là ne sont pas encore standardisées et ne sont pas encore prêtes à être déployées non plus. Et ils sont difficilement quantifiables. Ça va être plus une présence ou non, par exemple, de certaines protéines ou euh, qui est pathologique. Par exemple, je nomme par exemple l'alpha-synucléine qui va être présente dans le CSF. Donc, il y a encore une période de validation et de mise au point pour ce genre de biomarqueurs-là. Donc, dans mon laboratoire, on a essayé aussi de mettre la main à la pâte. On a essayé d'aller avec des trucs qui étaient pour nous, on les voulait simples et non invasifs et non, évidemment, non douloureux. Donc, on a quelque chose qui pourrait être déployé un peu partout dans les cliniques de façon assez large et sans trop être compliqué. Donc, on s'est dit qu'on pourrait faire l'électrorétinographie. Je vais vous en parler plus en détail. Et aussi, prendre un échantillon de salive, parce que, bon, l'échantillon de salive, c'est assez facile à donner, à donner, en fait, à récolter. Et on peut avoir quand même une bonne idée de ce qui se passe dans notre cerveau, vous allez le voir, par la composition des bactéries qui se retrouvent dans notre salive. Donc, le microbiote, c'est ça, c'est la composition en bactéries dans notre salive. Donc, en premier, l'électrorétinographie. Je me suis associé à un expert en électrorétinographie. Ce n'est pas quelque chose que je faisais dans mon laboratoire, mais le professeur Marc Hébert, au Centre de recherche cerveau à l'Université Laval, c'est un expert de l'ERG. Et lui, dans ses travaux, principalement en psychiatrie, ce qu'il a montré, c'est qu'il était capable quand même d'établir les risques de développer, par exemple, la schizophrénie, la dépression majeure, les troubles bipolaires, même des études récentes là, sur le TDAH et les troubles de l'autisme aussi. Donc, il était capable, en fait, avec l'ERG, de quand même utiliser ça comme un biomarqueur pour les maladies psychiatriques. Alors, on s'est dit, bon, pourquoi pas essayer avec la maladie de Parkinson. Donc, étant donné que la rétine, si on regarde son origine embryonnaire, c'est une extension de notre cerveau. Donc, c'est vraiment une partie de notre cerveau qui s'en va vers l'extérieur pour capter notre environnement. Donc, quand on mesure des changements dans la rétine, c'est un peu un reflet de ce qui se passe dans notre cerveau.
Donc, la manière que ça fonctionne pour l'électrorétinographie, en fait, c'est une méthode d'électrophysiologie, c'est-à-dire on va enregistrer l'activité électrique des neurones qui se retrouvent dans notre rétine. Donc, on va venir placer une électrode juste sous la paupière et avec la machine comme qu'on vous montre sur la photo, on va la placer sur l'œil et on envoie des flashs lumineux de différentes intensités. Et puis, on va enregistrer avec l'électrode qui est juste collée sous la paupière l'activité électrique de la rétine. Et ça nous donne un peu, dans l'image du bas ici, euh, un tracé, donc des pics comme ça, qu'on est capable d'aller mesurer les amplitudes. Et ça nous indique, c'est vraiment une trace qui est vraiment spécifique et on est capable de mesurer. Et c'est assez constant, je dirais, à travers une population, je dirais, qui n'est pas atteinte d'aucune maladie. Par contre, des petits changements au niveau du cerveau on va être capable de détecter des petits changements au niveau de ces ondes-là. Et c'est ça qu'on va aller mesurer. Donc, dans notre étude, on faisait notamment l'hypothèse que l'ERG pourrait être un bon biomarqueur pour détecter la maladie de Parkinson précocement. Donc, ce qu'on a voulu faire, on a voulu valider en premier dans un modèle de souris. Donc, on a des souris qui sont dans notre laboratoire qui miment certains aspects de la maladie de Parkinson. Je vais vous en parler plus en détail. Mais évidemment, on voulait aller aussi corroborer ces résultats-là qu'on trouve dans le laboratoire dans une petite cohorte de patients, de personnes atteintes de maladie de Parkinson et des contrôles qui étaient appariés pour l'âge et le sexe. Donc, nos expériences, on a essayé de vraiment de passer de la souris à l'homme. Et dans le modèle de souris, en fait, c'est une souris qui surexprime une protéine qui s'appelle l'alpha-synucléine. Et dans cette souris-là, elle va développer des agrégats protéiques qui ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve dans les corps de Louis, dans les cerveaux des patients atteints de Parkinson. Et ces souris-là vont développer, ça prend beaucoup de temps, ça prend 7, 8 mois avant qu'on commence à avoir des symptômes moteurs. Donc, on va vraiment tester l'apparition de ces comportements, ces symptômes moteurs-là. Évidemment, avant qu'il y ait les symptômes moteurs, on va aller faire des enregistrements de la rétine de ces animaux-là. Et après, on a fait un peu la même chose. On a fait un recrutement avec des patients atteints de Parkinson, mais qui étaient vraiment plus au début de la maladie. On a essayé de vraiment sélectionner des gens qui étaient à l'intérieur de 5 ans de leur diagnostic. Et on a procédé à l'acquisition de l'électrorétinographie chez ces personnes-là. Donc ici, c'est juste pour vous montrer la souris. Là, c'est dans des stades très avancés. Elle est très malade, cette souris-là. Donc évidemment, on ne se rend jamais à ces stades-là. Mais vous voyez ici, c'est l'âge de la souris et les symptômes apparaissent à 7, 8 mois, on commence à avoir l'apparition des symptômes moteurs. Pour notre étude, ce qu'on a fait, on a utilisé vraiment des souris, mais très, très tôt. Donc des souris plus jeunes, donc entre 2 et 4 mois d'âge, donc bien avant l'apparition des symptômes moteurs de cette souris, des signes moteurs de cette souris. Donc, au niveau de la rétine, donc, il y a plusieurs types de cellules dans notre rétine. Donc, on a évidemment les photorécepteurs qui vont venir capter la lumière dans les cônes et les bâtonnets. Et quand on envoie de la lumière, évidemment, les photorécepteurs vont relayer l'information à d'autres neurones qui sont situés plus au niveau du milieu, je dirais, de la rétine, donc les cellules intermédiaires ici. Et ensuite, ces cellules-là vont communiquer l'information aux cellules ganglionnaires, qui sont une autre couche dans la rétine, qui, celles-ci, vont venir communiquer au cerveau l'information qui est captée par les yeux. Donc, chacune de l'activité de chacune de ces populations de cellules-là vont nous donner ces espèces de tracés ces pics, je dirais en anglais, donc ces bosses une courbe de l'électrorétinographie. Et c'est ça qu'on va aller mesurer. On va aller mesurer l'amplitude de ces espèces de pics-là. Et ça va nous donner un indice de l'activité des différentes cellules, des différents types de cellules qui sont présentes dans la rétine. Donc, c'est ce qu'on a fait pour nos souris modèles de la maladie de Parkinson. Et on a mesuré un paquet de paramètres qui n'avaient aucun changement. Donc, je ne les présente pas, mais je vais juste me concentrer sur les changements qui ont été observés chez ces souris-là. Et ce qu'on a observé, on a observé une diminution de l'onde B. Donc, l'onde B, c'est cette onde-là ici. Donc, en conditions photopiques, ça veut dire en conditions parce que les souris étaient habituées à la lumière. Donc, ce qu'on voit, les petits points, chaque point représente l'amplitude de l'onde B d'une souris. Donc, on voyait que les souris qui sont modèles de la maladie de Parkinson avaient une amplitude de l'onde B réduite, et ça, 2 et à 4 mois.
et à la fois chez les mâles et les femelles. Donc, on avait vraiment dans les deux sexes, on observait ces différences-là. L'autre chose qu'on a mesurée, donc, on appelle ça le PHNR, c'est cette petite bosse-là qu'on voit ici, donc qui représente l'activité des cellules ganglionnaires. Et encore une fois, on avait une diminution de l'amplitude de cette petite bosse-là à l'ERG et qui était observée plus fortement, cette différence-là, chez les femelles que les mâles. À 2 mois, les mâles, on le mesurait très bien, un peu moins bien à 4 mois d'âge, donc un peu plus tard, chez les souris plus âgées. Donc maintenant, on a dit, bon, ben, c'est quoi, ces résultats encourageants-là, on va essayer de voir si on est capable d'observer la même chose dans des patients, dans des personnes atteintes de Parkinson. Donc, on a recruté à l'aide du réseau Parkinson Québec 20 patients, hommes et femmes, 8 femmes, 12 hommes et des contrôles qui étaient appariés pour l'âge et puis et pour évidemment le sexe. Comme je le disais tantôt, c'était des patients assez dans le début de la maladie, donc pour une moyenne de 4 ans de l'apparition de du diagnostic de la maladie et un score HY de 2 en moyenne. Et comme on a vu chez la souris, on observait aussi une différence dans l'amplitude de l'onde B. Donc ça, c'est vraiment des résultats qu'on a obtenus chez les patients atteints de Parkinson. Mais ce qu'on a observé, c'est que cette différence était beaucoup plus marquée chez les femmes que chez les hommes. Il y a une petite différence, mais elle était beaucoup moins marquée. Donc, il y avait une diminution de l'amplitude de l'onde B, mais beaucoup plus marquée chez les femmes que les hommes. Et aussi, comme les souris, on avait aussi une diminution de l'amplitude de l'onde qu'on appelle PHNR. Et encore une fois, cette amplitude-là était principalement observée chez les femmes et pas vraiment de différence chez les hommes. Et c'est pourquoi on pense que, ben, en fait, pour complémenter tout ça, on est allé voir dans la littérature et évidemment, dans la rétine, on observe aussi des corps de Lewy. Donc, on pense en fait que la rétine pourrait aussi être affectée par la protéinopathie, donc les corps de Lewy qui se présentent dans la rétine. Et dans notre modèle animal de la maladie de Parkinson, dans la souris, évidemment, on a aussi allé vérifier dans la rétine et là, on a observé aussi des forts niveaux d'alpha-synucléine, donc qu'on peut observer ici en vert. Dans les contrôles, évidemment, on n'avait pas cette présence d'alpha-synucléine. Donc, les différences qu'on peut observer, c'est peut-être dû à des formes pathologiques de la protéine qui viendraient affecter la fonction de la rétine. Donc, en résumé, pour l'ERG, en fait, l'ERG, c'est un test non invasif et qui fait pas mal. En fait, c'est juste des petits flashs lumineux qui peut être pratiqué à peu près n'importe où, dans n'importe quelle clinique. Et les travaux, à la fois chez la souris et dans un petit groupe de patients atteints de Parkinson, montrent que l'ERG pourrait vraiment devenir un outil prometteur pour détecter la maladie à un stade très précoce. Évidemment, on a un petit groupe de sujets. Ça serait évidemment très intéressant d'augmenter la population à l'étude et aussi tester, voir si à différents stades de la maladie, on a un changement qui s'accentue avec le temps. Et évidemment, si ça se confirme, l'ERG pourrait aussi pourrait nous servir de marqueur pour suivre l'évolution de la maladie. Évidemment, ça va prendre des études supplémentaires pour venir le confirmer. Donc, ça, c'est la fin de la première partie. Et maintenant, je vais vous parler de la deuxième biomarqueur. En fait, on a utilisé exactement les mêmes personnes pour notre étude ERG, mais on a récolté de la salive de ces gens-là, mais aussi on a pris de la salive de nos modèles animaux de la maladie de Parkinson. Donc, encore une fois, la composition du microbiote salivaire, c'est un test qui est non invasif et indolore qui nous permet en fait d'étudier la présence de bactéries dans la salive. Et ça pourrait être un marqueur intéressant justement par son accessibilité très grande.
Donc, je vous parle de cette histoire-là. C'est, je ne sais pas si vous la connaissez, Joyle Mill. C'est une Écossaise qui avait vraiment un odorat assez exceptionnel. Elle a rapporté à ses médecins qu'elle pouvait détecter, elle a pu détecter le changement d'odeur de son mari jusqu'à 6 ans avant son diagnostic de Parkinson. Et là, les médecins l'ont un peu mis à l'épreuve. Ils ont dit, bon, ben parfait, c'est intéressant, on va te faire sentir des morceaux de vêtements de patients atteints de Parkinson. Et il en a donné plein de morceaux de linge. Puis là, elle a dit, OK, ça vient d'un patient atteint de Parkinson. Celui-là, non. Elle a réussi à identifier tout le monde. Elle a fait une erreur. Une personne qu'elle a dit que c'était un patient atteint de Parkinson, mais c'était en fait quelqu'un qui n'était pas atteint de Parkinson. Mais cette personne-là, elle a développé le Parkinson quelques années plus tard. Donc, ça a vraiment été une révélation que, en fait, peut-être qu'on pourrait, il y a quelque chose qui se passe au niveau peut-être des bactéries qui sont présentes à la surface de notre peau et même dans notre salive qui pourraient être détectées. Évidemment, il y a même des chiens, c'est pour ça que j'ai mis un chien sur l'image. Il y a des chiens qui sont entraînés à être capables de détecter la maladie de Parkinson. Évidemment, ce n'est pas nécessairement très pratique d'avoir chaque cabinet de médecin avoir un chien entraîné à détecter le Parkinson, mais les chiens, on sait qu'ils ont un odorat exceptionnel, donc ça pourrait être fait, en fait. Donc, mais ça nous a donné quand même l'idée de dire, ah, peut-être qu'il y a un changement au niveau des bactéries qui cause, en fait, un changement d'odeur. On a tous des bactéries, mais s'il y a un changement de bactéries, il y a peut-être un changement d'odeur qui est associé. Donc, c'est exactement ce qu'on est allé voir dans notre modèle de souris et dans la salive de nos personnes atteintes de Parkinson. Donc, encore une fois, c'est le même paradigme expérimental que je vous ai présenté tantôt, sauf qu'à la fin, on analyse la composition en bactéries de la salive par séquençage. Donc, c'est une slide qui est bien compliquée, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est j'ai ici toutes les, en couleur les différentes souches dans le graphique du bas, des différentes familles de bactéries qui étaient présentes dans les mâles, les femelles, des souris à 2 mois, 4 mois, et en bleu et mauve, c'est les souris contrôle, les souris modèles de la maladie de Parkinson. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce graphique-là, donc c'est un graphique qui nous permet en fait d'illustrer comment les points se distribuent comment les points se regroupent. En fait, chaque point représente une souris. Et plus que les points sont proches, plus ça nous indique qu'il y avait à peu près la même composition de leur microbiote. Et plus que les points sont loin et distancés, c'était vraiment une population qui était différente. Et on voit que les points avec un cercle noir, en fait, c'est les femelles. Ben, les femelles souris. Et les points sans tour noir, c'est les mâles. Et on peut voir que les points mauves, c'est les souris modèles de maladie de Parkinson, se regroupent, sont vraiment un peu séparés des souris modèles de maladie de Parkinson. Donc, c'était vraiment très encourageant de voir qu'on était capable de séparer quand même avec juste un petit groupe de souris. Quand il semble y avoir comme deux populations de souris basées juste sur le microbiome salivaire. Et on est allé voir plus précisément certaines familles de bactéries qui étaient changées. Il y a certaines familles de bactéries qui étaient augmentées, donc aux deux stades, à 2 mois et 4 mois, comme on peut voir dans les mâles et dans les femelles. Tandis qu'il y en a d'autres qui étaient diminuées. Donc, on avait certaines familles de bactéries, comme Mycobacteriaceae, qui étaient diminuées à la fois à 2 mois et 4 mois, à la fois aussi chez les mâles et les femelles, comme dans ce cas-ci de Acetobacteriaceae. Donc, c'était très encourageant. On pouvait détecter quand même des changements dans la composition des bactéries dans la bouche de nos souris, dans la gueule de nos souris. Donc, on allait maintenant aller analyser la composition de la salive dans nos patients atteints de Parkinson et les comparer au contrôle. Et encore une fois, on a fait ce même genre de graphique qui regroupe les patients atteints de Parkinson et les contrôles. On peut voir en bleu, les contrôles se regroupent, on est capable vraiment un peu de séparer même si avec un petit groupe de seulement 20 patients et 20 contrôles, on est capable de séparer un peu ces deux groupes d'individus. Donc, en même chose, si on regarde au niveau de familles spécifiques, il y a certaines souches de bactéries qui étaient augmentées dans la salive, comme c'est le cas ici, donc dans ces deux familles de bactéries. Et je vous épargne la- de vous lire le nom de ces bactéries. Mais il y a certaines autres familles qui étaient en fait le contraire, qui étaient réduites.
Donc, il y a vraiment déjà des différences qui ont l'air d'être marquées seulement avec 20, 20 échantillons de chaque groupe. On est capable de voir des différences qui sortaient statistiquement significatives. Évidemment, c'est un travail qui est encore préliminaire. On ne peut pas vraiment en tirer des conclusions trop fortes, mais c'est extrêmement encourageant que si on est capable d'aller déployer ce genre d'études à un plus grand nombre de personnes, on pourrait éventuellement pouvoir déployer ce genre d'approche comme biomarqueur. Donc, on pourrait même combiner, par exemple, l'ERG au microbiote salivaire pour avoir encore une espèce de score prédictif qui nous permettrait, avec un peu plus grande confiance, de détecter la maladie plus tôt et même être capable de la suivre. Évidemment, ça va prendre des recherches que nous sommes en train de poursuivre présentement. Donc, dans les perspectives futures, évidemment, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la maladie de Parkinson, mais même combiner différents biomarqueurs. Donc, on va essayer de combiner, comme je l'ai dit, combiner nos résultats en ERG, combiner la composition du microbiote salivaire et arriver avec un espèce de modèle prédictif plus précis et personnalisé. Et éventuellement, on aimerait ça faire des biosenseurs, donc une espèce de, tu sais, comme durant la COVID, on prenait un échantillon, on le mettait sur une petite languette et ça faisait migrer, puis il y avait des barres de couleurs. En fait, on peut faire un peu ce même genre de test-là. Ça nous permettrait d'avoir une espèce de quantification de ces différentes souches-là, peut-être, et arriver à une espèce de risque de développer la maladie de Parkinson. Évidemment, ça ne sera pas tout de suite, mais c'est quelque chose sur laquelle on continue à travailler. Évidemment, l'objectif, c'est de dépister le plus tôt possible la maladie et de confirmer le diagnostic le plus tôt possible afin de mieux stratifier les patients et d'offrir le meilleur traitement. Donc, évidemment, ce travail-là, c'était fait par quelqu'un de mon laboratoire. Et puis, j'étais comme superviseur, mais tout le travail le mérite va à Victoria Sotoninan. Elle a fini son PhD, Victoria, l'an passé. Et puis, c'est elle qui a fait les deux études, qui a mené les deux études. Évidemment, c'est en collaboration avec Marc Hébert, à l'Université Laval, Centre de recherche cerveau. Et ça, c'est pour l'ERG. Et Frédéric Raymond, spécialiste du microbiote à l'Université Laval, et son équipe. Et Nicolas Dupré, neurologue à l'Université Laval et à l'hôpital de l'Enfant Jésus, qui nous a aidés aussi avec le recrutement. Évidemment, les agences subventionnaires qui nous ont aidés à subventionner cette étude-là. Et évidemment, l'aide du réseau Parkinson Québec qui nous a vraiment aidés dans le recrutement de nos patients. J'en profite, je prends la dernière slide pour vous inviter. On organise une journée, une visite au Centre de recherche cerveau, une visite de nos laboratoires, le 10 avril prochain, de 13h à 16h. Si ça vous intéresse, il y a un code QR qui est présenté ici. Les places vont être limitées seulement. C'est notre première édition qu'on le fait, donc ça va être vraiment des petites conférences pour rencontrer mon équipe d'étudiants-chercheurs, une visite des laboratoires de recherche. Et puis, ben, c'est ça. C'est la première fois qu'on le fait. On aimerait ça vous rencontrer et vous présenter ce qu'on fait. Donc, si ça vous intéresse, ça va être à Québec, évidemment. Donc, il y a un formulaire d'inscription qui est sur ce code QR-là. Je pourrais aussi, vous pouvez me contacter par courriel ou via Mme Rodriguez qui pourrait vous transmettre l'information. Pour une première année, on a seulement 30 places, mais on va sûrement le faire à plus grande échelle les années prochaines, si ça marche bien. Donc, je vais m'arrêter ici, puis je vais prendre des questions, si vous en avez. Alors, merci beaucoup, Martin, pour cette présentation très claire et porteuse d'espoir. Je tiens également à te féliciter pour ces avancées de recherche particulièrement importantes qui contribuent de façon significative à une meilleure compréhension de la maladie de Parkinson. Et bien sûr que je vais vouloir partager à travers nos réseaux sociaux l'invitation à participer à la journée porte ouverte de la maladie de Parkinson au Centre de recherche cerveau. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Et puis nous allons commencer pour certains que nous avons déjà. Donc, la première question, on nous demande de savoir si l'utilisation de deux biomarqueurs pourra rendre le diagnostic plus facile. Ah oui, en fait, c'est ce qu'on pense, en fait. Un biomarqueur, c'est bien, mais deux, c'est mieux, et même trois, on pourrait même en combiner plusieurs.
Donc, je pense que plus qu'on a d'indices et plus qu'on peut aller chercher des informations, ben, plus qu'on va être précis et on va être capable de mieux prédire la détection de la maladie et son évolution. Effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. Martin, est-ce que tu peux arrêter le partage de ton écran, Oui, s'il te bien plaît? sûr. Mhm. Merci. Donc, deuxième question. Quels sont les autres biomarqueurs qui se développent en ce moment à travers d'autres équipes de recherche ici au Québec ou peut-être ailleurs? Oui, il y en a plusieurs, comme je l'ai un peu mentionné. Il y a la détection, par exemple, d'agrégats en circulation dans le liquide céphalorachidien ou même dans le sang. Donc, on appelle ça le Seed Amplification Assay en anglais. Donc, c'est vraiment un moyen où est-ce qu'on est capable d'amplifier, en fait, même des petites particules d'agrégats pathologiques de la phosphonucléine, par exemple. Et c'est très prometteur, en fait. Ça semble quand même assez sensible. On est capable de les amplifier, évidemment, pour être capable de détecter, OK, il a l'air d'avoir des synucléinopathies. Donc, c'est un grand mot, mais pour dire qu'il y a de la pathologie de l'alpha-synucléine. Et ça, mais par contre, on n'est pas encore tout à fait au point. Cette méthode-là est encore en développement parce qu'on n'est pas encore capable de bien quantifier cette présence-là. C'est plus comme un oui, non, il y a une présence ou non. Mais c'est quelque chose qui, je pense, qui est très prometteur aussi. OK. Il y en a Est-ce d'autres. Il y en a d'autres. Il y a aussi l'OCT pour l'œil. On mesure l'épaisseur de la rétine. On fait une espèce OK. d'image, en fait, du fond de la rétine. Et ça aussi, c'était montré comme potentiellement intéressant. Et oui, effectivement, il y a plusieurs types de biomarqueurs qui sont en Oui, oui, étude. bien, il y en a même le mouvement des globules rouges, donc l'espèce de Ah oui, vibration des globules rouges, il y a des gens qui s'intéressent. Il y en a, ça va vraiment de tous les côtés. C'est une recherche qui est importante, donc je pense que les gens essayent plein de choses, en fait. c'est effectivement, c'est important d'avoir des biomarqueurs qui permettent de détecter précocement la maladie. Donc voilà. Est-ce que ces biomarqueurs peuvent être utilisés pour diagnostiquer d'autres maladies? Ah oui, c'est une bonne question. Ben, en fait, l'ERG, comme je l'ai mentionné un peu au début, a été utilisé par le professeur Hébert, Marc Hébert, pour d'autres maladies psychiatriques, par exemple la schizophrénie. Et il était capable de prédire les risques de développer la schizophrénie en mesurant l'ERG, par exemple, chez les parents, chez l'enfant, et dire chez l'enfant, OK, les risques sont quand même très élevé de développer la schizophrénie. Et ça, c'est assez majeur parce que ça nous permet aussi, encore une fois, d'intervenir plus précocement et peut-être mieux intervenir, effectivement. Donc, pour l'ERG en psychiatrie, c'est quand même assez, ça commence à être bien déployé. Pas encore comme test vraiment clinique hyper approuvé, mais c'est vraiment sur le point de prendre son envol. Pour les maladies neurodégénératives, en fait, on est dans les premiers pas, mais on semble avoir aussi quelque chose d'intéressant au niveau de l'ARG. Pour la OK. microbiote salivaire, les gens ont observé des changements du microbiote, principalement. Ils ont regardé, par exemple, les changements au niveau intestinal, donc dans les fesses. Ils ont vu qu'il y avait des changements de microbiote à ce côté-là. Mais au niveau de la salive, il y a beaucoup moins d'études. Donc, nous, ça, c'est comme dans les premières Mhm. études, à une connaissance sur les biomarqueurs au niveau de la salive. Ouais. Et Quand on parle on pourrait de, éventuellement détecter d'autres maladies, c'est effectivement qui pourraient être effectivement. spécifiques. Puis quand on parle de microbiote, on parle de la flore normale des bactéries qui habitent dans notre bouche, n'est-ce pas? En fait, c'est ça. Donc, le microbiote, c'est vraiment toute la flore, toutes les bactéries qui sont présentes. Et là, la composition va vraiment, c'est ça qui va varier. Donc, il y a certaines bactéries dépendamment du contexte, vont pousser plus ou vont pousser moins. Donc, ils vont se proliférer plus ou vont proliférer moins. C'est ça qui va faire varier les différentes souches. Et ça dépend qu'est-ce qu'ils ont à manger, de façon. Donc, si par exemple, il y a quelque chose dans le sang ou dans notre bouche qui n'est pas dégradé de la même façon, par exemple, on peut même penser à la synucléine, par exemple, qui pourrait se retrouver présente et les bactéries pourraient commencer à la dégrader, ben, en fait, ça nous permettrait puis certaines souches vont aimer ça, certaines autres souches ne vont pas aimer ça. Donc, il va y avoir un changement au niveau Mhm. de ces bactéries-là qui, on est capable de mesurer et peut-être utiliser ça comme modèle prédictif de la maladie. C'est intéressant, c'est intéressant. Et en plus, tu nous avais présenté, c'est une méthodologie facile, non invasive d'aller chercher
les échantillons de salive. Puis on Exact. espère vraiment que vos travaux progressent et qu'ils nous permettent d'avoir, comme tu as dit, des tests fiables comme celui du COVID qu'on a eu pendant la pandémie. Donc, Exact, exact. et en plus, sont faciles à manipuler. Puis on espère que ça coûtera pas cher pour que ce soit plus Non, en fait, je accessible. ne vois pas pourquoi ça coûterait cher, en fait. Oui, justement. Ok, donc nous allons passer à d'autres questions. On nous demande est-ce que les centres de recherche cerveau cherchent des patients afin de vous aider dans vos différents projets? Si oui, comment vous contacter? Ben, c'est une excellente idée de nous contacter. Euh, Vous pouvez. J'avais une slide avec mon adresse courriel au début, mais je pense que l'idéal, ce serait de martin.lévesque à commercial cerveau.ulaval.ca. Donc, me contacter directement. Et on va aussi faire des annonces qu'on pourrait partager à Parkinson Québec et pour le recrutement de nos nouvelles cohortes pour participer à nos études. Ça va nous faire vraiment plaisir et ça va vraiment nous aider aussi si vous voulez participer à nos études. Oui, tout à fait. Nous avons ouvert à collaborer à la diffusion du recrutement des participants et on encourage la communauté de venir soutenir le projet à ce niveau-là. Prochaine question. Ça dit, si je n'ai pas de symptômes, qu'est-ce que c'est qui peut amener à consulter pour la détection précoce? Oui, ben en fait, la manière qu'on voyait, notre équipe, on voyait ça, c'est que, par exemple, ce test-là pourrait être, par exemple, un test diagnostic classique. Par exemple, à 50 ans, on va chez notre médecin de famille, on pourrait passer un ERG de routine ou même un échantillon de salive. On regarde s'il y a un changement. S'il y a un changement, on va aller investiguer un peu plus, on va aller faire d'autres tests, on va faire passer peut-être un questionnaire sur les symptômes non moteurs, par exemple. Est-ce que vous avez des troubles de sommeil? Est-ce que vous avez des pertes d'olfaction? Et peut-être avec d'autres tests qui vont être présents, peut-être le Seed Amplification Assay que j'ai parlé sur l'alpha-synucléine qui peut être présent dans le sang. Donc, ça nous permettrait une première étape à grande échelle, rapidement aller voir dans la population, est-ce que vous êtes à risque à développer la maladie ou non. Oui, tout à fait. Prochaine question. Il y a-t-il un lien avec le Parkinson si le matin on a la sensation d'avoir de la farine dans la bouche et d'avoir les lèvres gonflées, même si ce n'est pas le cas? Ben, en fait, je pense qu'il n'y a rien d'officiellement, j'ai rien vu d'officiellement publié là-dessus, mais quand on a fait notre étude sur nos patients, ce qu'on a observé, évidemment, la salive, elle a l'air un peu différente chez les patients atteints de Parkinson. Donc, elle a l'air comme plus épaisse. Je ne sais pas. Peut-être que c'est ça qui contribue aussi à ce genre de symptômes-là. Euh, mais tu sais, il n'y a rien, vraiment rien de scientifique à ce que je vous dis là. C'est vraiment juste une impression qu'on a Observation. observée qui pourrait. C'est une observation intéressante. Merci de partager. Oui, tout à fait. La prochaine question. J'ai le Parkinson diagnostiqué depuis moins de 2 ans et j'avais un goût désagréable dans la bouche que je n'ai plus depuis la médication. Peut-être un lien Hmm. qui aurait un lien avec la maladie? Ben, ça serait la médication. C'est difficile à dire. On est vraiment dans l'exploratoire ici. Donc, on ne le savait pas jusqu'à très récemment qu'on pouvait avoir un changement de microbiote au niveau de la salive. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui a l'air à se passer. Est-ce que ce changement de microbiote-là peut induire un changement de perception de la saveur et de goût? Possiblement. La médication, est-ce que la dopamine, une perte de dopamine vient aussi modifier nos sensations et gustatives? Possiblement aussi. Et la médication fait en sorte qu'on a un remplacement de la dopamine. C'est peut-être pour ça. Je dirais peut-être plus à ce niveau-là, mais qu'il y aura une espèce de compensation au niveau de la médication pour la perception du goût et peut-être moins au niveau de la composition du microbiote, mais c'est difficile à dire précisément c'est qu'est-ce qui se passe là. Oui, tout à fait. Puis là, maintenant, Martin, quand on parle de participation à tes projets de recherche, on sait bien sûr que ton laboratoire est ubiqué au Québec. Donc, est-ce que les personnes qui habitent ailleurs dans la province auront la possibilité d'envoyer des échantillons? Je parle notamment du test salivaire. Mais par contre, je comprends que les gens qui veulent participer au test de l'activité de la rétine
doivent se faire sur place. Est-ce que tu pourras nous donner un peu plus de contexte sur le développement de tes études? Oui, en fait, on est sur le bord de lancer une prochaine étude avec un recrutement de participants. Donc, évidemment, il faut les gens qui décident de participer, on fait un premier appel téléphonique. Bon, ils nous contactent, on se parle, on fait notre liste de critères d'inclusion ou d'exclusion. On essaie de prendre le plus de personnes possible. Et faut venir sur place pour le RG. Donc, ça dure environ 1 heure et demie. Donc, on essaie de faire ça le plus rapidement possible, mais ça dure quand même, tu sais, il y a deux tests qu'on fait. Donc, un test où est-ce qu'on va envoyer les flashs de lumière, on va enregistrer l'activité de la rétine. Après ça, on va faire une habituation au noir. Donc, on habitue notre œil à la noirceur et on fait encore une série de flashs lumineux. Donc, ce pas les mêmes cellules qui vont réagir avec la même sensibilité. Donc, on va faire ces deux tests-là. Donc, ça, au total, ça prend environ 1 heure et demie. Et ensuite, récolter la salive, on la fait en même temps, souvent, si les gens veulent participer. Donc, on leur demande s'ils veulent participer aussi à ce projet-là. Donc, on récolte la salive et ça se fait en même temps. Est-ce qu'on peut, si vous êtes ailleurs au Québec, récolter la salive? La manière que je vois ça, c'est via le C-Open. Je pense qu'il y a moyen de faire Oui, partie du réseau et donner des échantillons. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore établi, peut-être avoir un point d'ancrage, peut-être à Montréal, qui pourrait venir récolter notre salive, là. Donc, ça prend quand même une certaine précaution parce qu'on ne veut pas que l'échantillon change une fois qu'il est se storé. dégrade. Et Mhm. donc, on a des échantillons, des tubes spéciaux qui ont un produit dedans qui empêche le changement, la prolifération des bactéries. Donc, c'est ces tubes-là, c'est des tubes spéciaux qu'on a besoin. Donc, Ok, je évidemment, dans un comprends. premier temps, on va essayer de se concentrer sur la région de Québec, mais éventuellement, ça serait vraiment intéressant de pouvoir étendre et avoir peut-être des échantillons qui pourraient être récoltés à Montréal. On a pour le moment, ou ailleurs en province, mais pour le moment, on n'a pas encore établi ce réseau-là. Ok, parfait. Merci beaucoup. Donc, nous avons terminé de répondre aux questions de nos participants. Et puis, j'aimerais à nouveau partager mon écran pour faire une annonce. Donc, voilà. Donc, avant de conclure, j'aimerais vous inviter à notre prochain webinaire scientifique qui portera sur les avancées en neurostimulation non invasive et leur rôle dans la gestion des symptômes moteurs et non moteurs, qui sera présenté par le chercheur Cyril Schneider, professeur à l'Université de Laval. Donc, finissons maintenant cet webinaire, puis je remercie à nouveau Martin Lévesque d'avoir été présent ce soir pour nous faire part de ces avancements très importants en recherche, comme je l'ai dit tantôt, porteurs d'espoir, et on espère que dans le futur, ça va être utilisé pour pouvoir détecter la maladie de façon précoce et pouvoir adopter des stratégies pour la prévention de l'avancement, puis aussi le maintien de la qualité de vie des personnes affectées. Donc, je remercie encore les participants et à nouveau invité à notre prochain webinaire qui aura lieu le 12 février 2026. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci à tous d'avoir participé. Bonne soirée.